Certains footballeurs disputent aujourd'hui autour de 70 matchs par saison, et pour les plus sollicités, ce total peut encore grimper bien plus haut, comme on va le voir dans quelques instants. En parallèle, un chiffre commence à inquiéter sérieusement, le nombre de blessures dans les grands championnats européens. Il est passé d'environ 3000 en 2021 à plus de 4100 en 2024. Autrement dit, les joueurs n'ont jamais autant joué et leurs corps n'ont jamais autant lâché. Alors forcément, une question se pose. Est-ce que le football est en train de dépasser les limites physiques de ses propres acteurs? Et surtout, est-ce que le football n'est pas en train de se détruire lui-même? Parce qu'aujourd'hui, entre les nouvelles compétitions, les formats élargis, les tournois internationaux et les calendriers compressés, le rythme semble s'accélérer chaque saison un peu plus. Mais avant d'accuser le système trop vite, il faut d'abord vérifier une chose essentielle. Est-il vrai que les joueurs jouent plus qu'avant? Et on va le comprendre, en réalité, la réponse est beaucoup plus nuancée qu'on ne le pense, parce que tous les joueurs ne vivent pas la même réalité. Tout d'abord, on retrouve l'élite, les clubs qui vont loin dans toutes les compétitions et les joueurs qui cumulent clubs et sélections. Pour eux, la charge a clairement augmenté. Dans les années 90, une saison parfaite, championnat, coupe, compétition européenne et sélection, pouvait mener à environ 69 matchs maximum, hors matchs amicaux. Aujourd'hui, avec les nouveaux formats et les compétitions supplémentaires, ce plafond peut monter jusqu'à 81 matchs. Une augmentation de 12 matchs qui revient à ajouter 12 semaines avec un match de plus dans la saison. Et ce n'est pas théorique. Lors de la saison 2024-2025, certains joueurs ont dépassé les 70 matchs, et le record de matchs joués est partagé par Luka Modric et Brade Barcola, qui ont chacun participé à 73 rencontres. Donc oui, pour l'élite mondiale, la charge s'est alourdie. Mais maintenant, parlons des clubs plus modestes. Et là, surprise, pour eux, ce n'est pas forcément vrai. Parfois même, c'est l'inverse. Prenons un exemple très concret, la France. La Ligue 1 est passée de 20 à 18 clubs. La Coupe de la Ligue a été supprimée. Et la Coupe de France a même supprimé les prolongations en cas d'égalité, excepté en finale. Résultat, pour une grande partie des joueurs professionnels, le volume de matchs n'a pas augmenté, il a parfois diminué. Le problème n'est donc pas que tout le monde joue plus, le vrai problème, c'est la concentration. Parce que ce sont toujours les mêmes joueurs qui enchaînent toutes les compétitions sans pause. Et c'est précisément là que le football commence à se piéger lui-même. Le calendrier n'épuise pas 600 joueurs, il écrase toujours les mêmes 60 à 100. Ce sont eux qui jouent tous les 3 jours, ce sont eux qui voyagent en permanence, ce sont eux qui enchaînent les saisons sans vraie coupure. Alors pourquoi cette charge a-t-elle explosé ces dernières années pour ces joueurs en particulier? Eh bien, ce n'est pas un changement unique qui a tout bouleversé, mais une accumulation de petites évolutions. D'abord, il y a les compétitions de clubs. Les formats ont évolué et ils offrent aujourd'hui davantage de matchs possibles qu'avant. La Ligue des Champions, par exemple, permet désormais de disputer plus de rencontres sur une saison complète. À cela s'ajoute une nouvelle composante dans le calendrier, la Coupe du Monde des clubs, placée en été, qui vient occuper une période autrefois réservée à la récupération. Ce ne sont pas simplement 2 ou 3 matchs en plus, ce sont des semaines entières qui disparaissent du calendrier de repos. Ensuite, il y a les sélections nationales. Pendant longtemps, une partie des matchs internationaux étaient des amicaux. Les sélectionneurs faisaient davantage tourner, les temps de jeu étaient gérés et les clubs acceptaient plus facilement de libérer leurs joueurs. Mais l'arrivée de compétitions officielles supplémentaires, comme la Ligue des Nations en Europe par exemple, a changé l'équilibre. Ces rencontres comptent désormais sportivement et financièrement. Résultat, les rotations diminuent, les titulaires jouent davantage et la pression pour être disponible augmente. Dans ce contexte, les tensions sont devenues fréquentes. Certains clubs accusent parfois les sélections de trop solliciter leurs joueurs et certaines sélections reprochent parfois aux clubs de vouloir retenir leurs stars. Enfin, il y a un facteur souvent oublié, tout ce qui entoure les matchs. Les voyages intercontinentaux, les tournées promotionnelles, les événements commerciaux, les décalages horaires, les entraînements déplacés, tout cela fragmente la récupération physique et mentale. Plusieurs compétitions ont d'ailleurs tenté de s'exporter à l'étranger ces dernières années. Des supercoupes nationales ont été organisées hors d'Europe et des projets de matchs de championnat délocalisés ont même été envisagés, comme un Villarreal-Barcelone prévu à Miami ou un Milan-Com annoncé en Australie, avant d'être finalement annulé après contestation. Ces initiatives montrent une chose, le football moderne cherche plus seulement à remplir un calendrier sportif, il cherche à occuper chaque espace disponible. Et le vrai problème commence précisément ici. Parce qu'au-delà du nombre de matchs, ce qui disparaît progressivement, c'est quelque chose d'encore plus fondamental pour la performance sportive, le temps réel de récupération. Dans la préparation physique de haut niveau, un principe revient souvent dans toutes les recommandations médicales et de performance. L'idéal théorique serait environ un mois complet de repos, suivi d'un mois de préparation progressive avant la reprise.
Mais dans le football moderne, ce modèle devient presque impossible à respecter pour les joueurs les plus sollicités. On peut prendre un exemple précis en regardant par exemple le calendrier récent de joueurs comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Harry Kane. Voici comment s'enchaînent leurs saisons. Été 2023, reprise, préparation, puis saison 2023-2024. Ensuite, Euro 2024, puis saison 2024-2025. Ensuite, été 2025, Coupe du Monde des clubs, puis saison 2025-2026. Ensuite, été 2026, Coupe du Monde, puis saison 2026-2027. Dans ce type de trajectoire, la fenêtre idéale de repos et de préparation disparaît totalement pendant plusieurs années. Et entre l'été 2023 et l'été 2027, pour ce type de joueurs internationaux majeurs, la période idéale de récupération n'existe tout simplement plus. On l'a d'ailleurs vu concrètement. À l'été 2025, certains joueurs du PSG n'ont eu qu'environ 3 semaines de repos et seulement 16 jours d'entraînement avant de reprendre la compétition. On est très loin du protocole optimal souvent recommandé. Et c'est là que surgit la vraie question. Si la situation est aussi extrême, pourquoi personne ne freine réellement le système? Parce qu'en réalité, presque tout le monde y gagne, du moins à court terme. Si le calendrier est devenu aussi dense, ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'un système où chaque acteur a intérêt à se plier toujours plus de matchs. D'abord, il y a les grandes instances. Pour les organisations comme la FIFA ou l'UEFA, chaque nouvelle compétition, chaque nouveau format élargi, chaque match supplémentaire représente une source de revenus en plus. Droits télévisés, sponsors, hospitalité, billets ou partenariats commerciaux. Le produit qu'elles vendent, c'est le match. Donc plus il y a de matchs, plus il y a de produits à vendre. Ensuite, il y a les clubs. Eux aussi profitent directement de cette inflation du calendrier. Plus de matchs, c'est plus de recettes de billetterie, plus de visibilité pour les sponsors et plus de primes de participation. Ça a notamment été le cas lors de la Coupe du Monde des clubs en 2025. Initialement, peu de clubs y voyaient un intérêt. Puis, la FIFA a mis en place un prize money énorme de plus d'1 milliard de dollars à se partager entre les clubs, ce qui les a poussés à y envoyer et faire jouer leurs meilleurs joueurs. Puis viennent les fédérations et les sélections nationales. Les matchs internationaux officiels génèrent eux aussi des revenus considérables et ils ont en plus une dimension symbolique et politique forte. Créer ou renforcer des compétitions comme la Ligue des Nations permet à la fois d'augmenter les recettes et de renforcer le poids institutionnel des fédérations. Résultat, chaque niveau du système pousse dans la même direction. Les instances veulent plus de compétitions, les clubs veulent plus de revenus, les fédérations veulent plus d'événements. Mais il y a un acteur qu'on oublie souvent dans cette équation, les joueurs eux-mêmes. Un footballeur professionnel n'est pas seulement un athlète, c'est aussi une carrière courte, une vitrine et parfois une marque personnelle. Jouer plus signifie plus de primes, plus de statistiques, plus de visibilité, plus de chances de trophées ou encore plus de chances de ballon d'or. Refuser de jouer peut coûter sportivement, médiatiquement et financièrement. Beaucoup de joueurs veulent jouer tous les matchs possibles, pas seulement parce qu'on leur demande, mais parce qu'ils le souhaitent eux-mêmes. Mais malgré toute la puissance économique derrière cette machine, il existe une limite qu'aucun budget ne peut repousser indéfiniment. À force d'ajouter des matchs, d'allonger les saisons et de réduire les périodes de récupération, le football finit par se heurter à une limite simple, le corps humain. Parce que la première conséquence d'un calendrier saturé, c'est la surcharge physique. Et la surcharge physique mène presque mécaniquement aux blessures. Les données récentes ont montré une hausse nette des blessures dans les grands championnats ces dernières années. Ce n'est pas un hasard. Plus les organismes sont sollicités sans récupération complète, plus le risque musculaire et articulaire augmente. Et quand les blessures augmentent, un deuxième effet apparaît immédiatement. Les stars disparaissent des terrains. Moins de stars disponibles, c'est moins d'affiches au sommet, moins de confrontations avec les meilleurs joueurs, et donc des matchs parfois moins intenses et moins spectaculaires pour les fans. La surcharge ne touche donc pas seulement les joueurs, elle finit aussi par affecter directement la qualité du spectacle. Mais le problème ne se limite pas au physique, parce que récupérer, ce n'est pas seulement dormir ou faire des bains froids. Récupérer, c'est aussi décrocher mentalement. Or, aujourd'hui, les joueurs enchaînent sans cesse compétition, déplacements, obligations médiatiques, sollicitations commerciales et attentes des supporters. De plus en plus de sportifs de haut niveau parlent désormais ouvertement de fatigue psychologique, de surcharge émotionnelle ou de perte de motivation. Le football n'échappe pas à ce phénomène. Et c'est là que se pose la vraie question. Pas seulement de savoir si le calendrier est chargé, mais de savoir jusqu'où il peut être chargé avant que tout commence à se fissurer. Car ce qui rend la situation actuelle si particulière, c'est qu'il n'existe aujourd'hui presque aucun acteur ayant réellement intérêt à ralentir le rythme. Les instances gagnent plus quand il y a plus de matchs, les clubs gagnent plus quand leurs joueurs jouent plus,
Les diffuseurs gagnent plus quand il y a plus d'affiches et même les carrières individuelles peuvent bénéficier d'un calendrier rempli. Autrement dit, tout l'écosystème pousse dans la même direction. Et ce qui rend ce mouvement encore plus probable à l'avenir, c'est que les projets d'expansion ne manquent pas. La FIFA réfléchit à passer la Coupe du Monde à 64 équipes, mais surtout à l'organiser tous les 2 ans, notamment du côté de Gianni Infantino et Arsène Wenger. Et c'est la même chose pour la Coupe du Monde des clubs. La vraie variable d'ajustement, au fond, n'est peut-être ni la FIFA, ni les ligues, ni les clubs, ni même les joueurs. C'est l'intérêt du public. Parce que tant que les stades sont pleins, que les audiences suivent et que le revenu augmente, rien n'incite réellement le système à lever le pied. Le seul frein possible serait une chute d'attention ou une accumulation de signaux physiques trop visibles pour être ignorés. La question n'est donc peut-être plus seulement sportive, elle devient culturelle. Et toi, penses-tu qu'il y a trop de matchs et trop de football en général aujourd'hui? Et quelle vision as-tu de l'avenir du football dans les prochaines années? Dis-le en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la booster et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à très vite. Ciao.